bonsoir à vous qui nous ouvrez vos portes en ce samedi soir. De Bunia à Moanda, des rives de l'Ubangui aux collines du Kivu. Bienvenue sur Inside News RDC. Alors que le soleil se couche sur le fleuve Congo, l'agitation diplomatique de cette semaine laisse place à une interrogation nationale. Que valent les promesses de Washington face à la sueur de nos fronts? Entre les salons feutrés de la Maison-Blanche, où se négocie notre avenir industriel, et les kistes de l'aéroport de Kisangani, meurtris par la technologie de la terreur, notre nation affirme sa volonté de souveraineté. Ce soir, nous décortiquons le pivot stratégique opéré par le président Félix Tshisekedi aux États-Unis. Le renouveau de l'AGOA, l'Alliance minière Forge et le Project Vault de 12 milliards de dollars. Nous scruterons les mécanismes du nouvel accord de Doha censé stabiliser notre Est meurtri. Pendant que les diplomates rédigent des protocoles au Qatar, nos frères et sœurs déplacés attendent de voir si ces mots arrêteront enfin les obus. Sur le terrain, nos FARDC marquent des points à Minembwe, mais la menace des drones rappelle que la guerre change de visage. Plongeons immédiatement dans cette diplomatie de fer et de minerais. Le 3 février, le président Donald Trump a promulgué la loi prolongeant l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, jusqu'au 31 décembre 2026. Le lendemain, lors d'une table ronde à Washington, organisée par la Chambre américaine de commerce international, le président Félix Tshisekedi a martelé devant des géants miniers comme Glencore et Ivanhoe Mines que notre nation est prête pour les affaires. Accompagné de Louis Watum Kabamba aux mines et Julien Paluku au commerce extérieur, il a exigé que chaque dollar investi serve la paix. Cette rencontre officialise l'adhésion de notre pays à Forge, le Forum pour l'engagement géostratégique des ressources, regroupant 55 partenaires mondiaux. Washington déploie le Project Vault, une réserve stratégique de 12 milliards de dollars visant à briser les monopoles chinois. Ce rapprochement s'inscrit dans la guerre commerciale sino-américaine qui redécime les alliances mondiales. Cela rappelle notre réintégration dans l'AGOA en 2020, après une décennie de suspension. En 2025, nos exportations vers les USA ont atteint 2 milliards de dollars. Julien Paluku a identifié 26 filières prioritaires, dont le café, le cacao et le textile, pour diversifier nos revenus. Cependant, aux abords des marchés de Mbandaka au Kikwit, cette réussite statistique se heurte au coût du transport et à l'inflation qui dévore l'économie domestique. L'industrialisation locale demeure un chantier à l'arrêt. Nos provinces manquent d'énergie pour faire tourner des usines. Sans courant électrique, la transformation locale restera une fiction. L'absence du Rwanda à cette table ronde constitue un signal géopolitique majeur, reflétant de nouveaux critères fondés sur la traçabilité et la fin de la prédation. Pour nous, citoyens, l'impact se mesurera à la création d'emplois qualifiés. Nous ne voulons plus être les simples extracteurs du monde. Notre souveraineté sera-t-elle préservée? Si le Project Vault sert uniquement à remplir les coffres américains, nous aurons simplement changé de maître. La richesse de notre sous-sol doit d'abord servir à construire nos voûtes et nos écoles. L'indignation est totale après l'attaque de drones ayant visé l'aéroport de Kisangani, acte revendiqué par l'AFC M23. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a fermement condamné cette agression contre une infrastructure civile, évoquant un acte de terrorisme potentiel. Viser une infrastructure civile loin des lignes de front constitue une violation grave du droit international humanitaire. Cela montre une volonté de porter la guerre dans nos centres urbains les plus paisibles, créant un climat de terreur psychologique chez nos concitoyens. Pendant que nos populations sont mises en danger, des avancées diplomatiques sont annoncées depuis Doha. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ces annonces, j'ai demandé à Julia, notre analyste stratégique, de décrypter les mécanismes de ce dossier. Julia, bonsoir. Peux donner ton analyse et éclairer le peuple. Bonsoir Mallory. Il est impératif d'observer la structure de ce qui vient d'être acté au Qatar pour en saisir la portée réelle. Le 2 février, les parties ont adopté les termes de référence d'un mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu.
Ce dispositif repose sur une architecture bicéphale. Le mécanisme de supervision et de vérification, COVM, et le mécanisme conjoint étendu de vérification plus, EJVM+. Techniquement, le COVM est l'organe de décision politique où siègent à parité Kinshasa et la rébellion, sous l'œil d'observateurs de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Ces réunions se tiendront par voie virtuelle, une modalité qui interroge sur l'efficacité d'une supervision à distance de la guerre. Le EJVM+, constitue le bras opérationnel. Il doit enquêter sur le terrain, surveiller la situation humanitaire et signaler les violations. La MONUSCO, bien qu'ayant quitté le Sud Kivu en juin 2024, est sollicitée pour assurer la logistique, les communications et le transport. Cependant, l'attaque de Kisangani modifie la donne. En frappant une infrastructure civile par drone, l'AFC M23 sort du cadre de la guérilla classique pour entrer dans une phase de terrorisation du conflit. La MONUSCO, par la voix de sa porte-parole, Ndeye Kadilo, a précisé qu'elle faciliterait la coordination logistique sans pour autant prévoir un déploiement durable au Sud Kivu. Le risque structurel est ici une bureaucratie de la paix, là où l'urgence est militaire. La structure de supervision paritaire place Kinshasa et les rebelles sur un pied d'égalité diplomatique gênant. Chaque décision exige un consensus, ce qui offre un droit de veto de fait aux agresseurs. Géopolitiquement, l'implication du Qatar et de l'UA répond à une nécessité de neutraliser le narratif de l'agresseur en imposant une vérification multilatérale. Structurellement, la crédibilité de cet accord ne se jouera pas dans les hôtels de Doha, mais sur la capacité des équipes conjointes à accéder sans restriction aux lignes de front. Si les rebelles bloquent les observateurs, cet accord ne sera qu'un document sans vie supplémentaire. La suite dépendra de la volonté des parrains régionaux de respecter cette architecture ou de l'utiliser comme un écran de fumée. Merci Julien pour cette analyse chirurgicale. Pour nos compatriotes de Kisangani, cela signifie que la menace technique des drones reste une réalité que seule une défense robuste pourra contrer. À Kisangani, le bruit des moteurs de drones remplace le calme de la Tshopo, rappelant que personne n'est totalement à l'abri. L'agression évolue vers une forme asymétrique et lâche. Sommes-nous en train de bâtir une paix durable ou de donner du temps à l'ennemi pour se réorganiser? La paix est un pain qui se pétrit sur le terrain, pas une promesse virtuelle discutée à des milliers de kilomètres de nos souffrances. Cependant, sur le terrain militaire, nos forces armées marquent des points cruciaux qui redonnent espoir. Le ministre de la Défense a confirmé la reconquête de plusieurs localités stratégiques, dont Minembwe Centre, dans le Sud Kivu. La coalition FDF M23-AFC a subi des pertes lourdes dans les hauts plateaux de Fizi. Plus de 30 combattants ennemis ont été neutralisés. Nos soldats poursuivent leur mission à Uvira et Mwenga, capturant des membres des groupes Twigwanero et Ngumino, alliés à l'agression rwandaise. Cette victoire redonne de l'espoir aux milliers de déplacés fuyant les violences depuis décembre. Cependant, la situation reste fragile avec plus de 500 000 personnes déplacées dans la région. Le contraste est saisissant. D'un côté, nos troupes reprennent le contrôle des collines. De l'autre, l'ennemi utilise des drones pour frapper nos infrastructures. En Ituri, le colonel Patrick Bangamose a dénoncé la désinformation de l'organisation Luka visant à démoraliser nos troupes contre les ADS. Les casques bleus indonésiens intensifient les patrouilles dans le cadre de l'initiative Security Harvest à Bogoro et Boga, sécurisant les zones agricoles pour permettre aux paysans de cultiver. La reconquête du sol suffira-t-elle si notre ciel reste vulnérable? Nous devons renforcer nos capacités de défense aérienne pour protéger nos villes. La victoire à Minembwe prouve la bravoure de nos soldats, mais l'attaque de Kisangani révèle la sophistication de nos adversaires. C'est la version officielle, mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Le dossier de la coopération sino-congolaise a connu une mise en scène théâtrale cette semaine. D'un côté, on célèbre le recrutement de jeunes par la SICOMINS. De l'autre, une assistance financière de $10 000 pour nos anciens combattants. Appliquons le test de souveraineté. À Kinshasa, la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle
a réuni 1200 jeunes Congolais. Pourtant, la réalité derrière les discours de coopération est plus amère. Sur ce grand nombre de participants, seuls 8 jeunes ont été réellement recrutés par la sino-congolaise des mines, la Sicomines SA, sur 105 candidatures. Hao Buokyong, directeur de la société, précise que ces stagiaires seront formés au génie minier et à l'administration. Pourquoi un tel vacarme pour un résultat si dérisoire? Pourquoi devrions-nous nous réjouir que des entreprises exploitant des milliards en minerais ne proposent que 8 postes de stagiaires à une jeunesse qui est le moteur de notre nation? Ce chiffre dérisoire interroge sur la portée réelle de ces sommets de formation. Après une emphase médiatique entourant une conférence ayant réuni 1200 jeunes, nous découvrons que seuls 8 d'entre eux ont été recrutés. Quant au test de réalité, le don de $10 000 remis par les structures chinoises à nos anciens combattants, par l'entremise du ministre Eliezer Ntambwe, est une insulte à la dignité de ceux qui ont versé leur sang. Face à l'immensité des besoins de nos vétérans, cette somme est une miette cosmétique jetée au visage de la nation, au regard des profits colossaux générés par l'industrie extractive. Le gouvernement prétend renforcer la formation, mais ces recrutements au compte-gouttes ressemblent à une opération de communication pour masquer une absence de transfert de compétences massif. En avons-nous besoin sous cette forme, ou devrions-nous exiger une intégration structurelle dans notre tissu industriel? Si nous formons des talents pour qu'ils soient simplement 8 à intégrer des géants miniers, nous ratons le coche de la souveraineté. La formation doit devenir le moteur d'une industrie nationale souveraine et non un réservoir de stagiaires pour des firmes étrangères. Le désenclavement de nos provinces progresse. Le gouvernement annonce la modernisation de la route nationale numéro 6, reliant la Mongala au sud du Bangui et à la République centrafricaine. La première ministre Judith Suminwa a parcouru Lussala, Bongandanga et Bumba pour évaluer ces chantiers vitaux. Ce corridor transafricain vise à briser l'isolement qui étouffe le potentiel agricole du Nord-Ouest. La modernisation des routes touche directement votre quotidien. Sans bitume, les produits pourrissent et les prix flambent. Un camion bloqué 3 semaines dans la boue, c'est un sac de riz inabordable à Kinshasa. Dans le Kwango, le gouverneur Willy Bitwisila accueille le groupe ukrainien Vilny pour des infrastructures solaires et une agriculture modernisée à Bachango et Kaboba. L'idée est de créer des unités autonomes en énergie, stratégie indispensable pour relever le niveau de vie rural. À Lubumbashi, l'université protestante soutient la décentralisation du centre de correction de l'examen d'État. L'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle n'est pas un luxe, c'est le socle de la crédibilité de nos diplômes. Le Royaume-Uni a annoncé avoir obtenu la coopération de la RDC pour le retour forcé des migrants en situation irrégulière. La secrétaire d'État Shabana Mahmoud présente cela comme un succès, suite à la menace de décembre dernier de suspendre l'octroi de visa pour tous les ressortissants congolais, y compris les détenteurs de passeports spéciaux. Ce dossier illustre un marchandage diplomatique où la mobilité de nos élites et étudiants est utilisée comme levier de pression. Des discussions techniques entre la DGM et les experts britanniques sont en cours pour identifier les personnes à expulser. À Londres, la ministre Yvette Cooper se targue d'avoir déjà renvoyé plus de 50 000 personnes depuis juillet dernier, une hausse de 23%. À des milliers de kilomètres, dans l'océan Indien, une autre tragédie frappe notre nation. Les Congolais fuyant la guerre dans l'Est sont désormais majoritaires parmi les demandeurs d'asile à Mayotte. Dans le camp de Mamoudzou, nos frères et sœurs vivent sous des bâches de fortune, préférant la précarité de l'exil à l'horreur des zones de conflit. Kennedy, originaire de Goma, témoigne de la peur constante d'être renvoyé. Après un transit par la Tanzanie, il a choisi Mayotte pour survivre. Ce flux montre l'extension géographique de notre crise sécuritaire. C'est le prix humain de l'agression que subit notre pays. Une hémorragie de talents qui finit par s'échouer sur les côtes d'un archipel lointain.
Nous passons maintenant aux brèves, qui rappellent l'importance des réformes sociales nécessaires à la survie de notre nation. Car chaque information porte en elle un enjeu crucial pour l'avenir de notre pays. À Kinshasa, les propriétaires immobiliers obtiennent un répit salutaire. Le gouvernement provincial reporte le recouvrement forcé de l'impôt foncier et des revenus locatifs au 28 février prochain. Ce délai supplémentaire, annoncé par le vice-gouverneur, vise à encourager le civisme fiscal avant l'application de pénalités sévères. L'administration espère ainsi renforcer les recettes locales nécessaires au développement de la capitale. Cependant, ce report n'est pas une annulation. Les contribuables sont appelés à régulariser leur situation dans les centres de la DGRK. Une pression fiscale qui doit se traduire par une amélioration visible de nos services urbains. L'ambiance est plus lourde au stade Tata Raphaël. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, suspend immédiatement toutes les activités sportives dans cette enceinte historique. En cause, des actes de vandalisme répétés, commis par des supporters lors des matchs de football. Le patrimoine public subit des dégradations coûteuses que l'État ne veut plus supporter seul. La réouverture du stade est conditionnée à la présentation d'un plan de sécurité renforcé par les clubs. Ces comportements ternissent l'image de notre sport et mettent en danger les spectateurs. Toujours à Kinshasa, une parade mixte exceptionnelle a réuni les FARDC et la police nationale au stade des Martyrs. Le général Stasin Tizimou a rappelé l'importance de la trilogie de sécurité entre les forces de défense et la population. Face aux rumeurs de déstabilisation, cette démonstration de force vise à rassurer les Kinois. Le bilan sécuritaire de 2025 est jugé positif, mais le général met en garde contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les hommes en uniforme. En province, l'agitation politique gagne l'Équateur. L'Assemblée provinciale convoque une session extraordinaire à Mbandaka pour examiner une pétition visant sa propre dissolution. Cette situation sème la confusion dans les 7 territoires de la province. Le rapporteur adjoint Ézéchiel Ambokani appelle les 21 députés à rejoindre un hémicycle sans délai. La population de Mbandaka attend des solutions aux problèmes de développement, pas des crises institutionnelles permanentes. Pour refermer cette édition, gardons à l'esprit les piliers de notre actualité. La RDC s'est ancrée à Washington au sein de l'Alliance Forge avec un Project Vault de 12 milliards de dollars. Le renouvellement de l'ABOA jusqu'en 2026 nous offre une chance de diversifier notre économie. Mais la transformation locale des 26 filières prioritaires doit quitter les tableurs pour devenir une réalité créatrice d'emplois. À Doha, le mécanisme de vérification COV-M-IGEV-VM+, tente de stabiliser notre Est meurtri. Nos phares d'essai marquent des points à Minembwe, mais la menace des drones à Kisangani exige une vigilance absolue. Du recrutement dérisoire de la SICOMINE au projet d'infrastructure dans la Mongala et le Kwango, le test de notre souveraineté est quotidien. La pensée qui accompagne cette édition nous vient de la prière de Félix Tshisekedi. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Cette réflexion nous rappelle que sans une guérison profonde de nos cœurs et une intégrité dans notre travail, les accords internationaux ne seront que de la poussière. Pour approfondir ces enjeux, je vous invite à découvrir nos dossiers d'analyse sur notre chaîne YouTube Inside News RDC, notamment l'agression rwandaise et les accords de Washington. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et guide nos pas vers une souveraineté retrouvée. C'était Mallory pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine édition. Excellente soirée sous la protection du Très-Haut.